On évoquait hier cet argumentaire qui a été un peu le socle de la défense de la taxe Zuckman, qui a convaincu quand même Jean Pisani-Ferry, qui a convaincu Olivier Blanchard, qui n'a pas convaincu quand même les sénateurs. Voilà. L'idée que les Français payent 50% de prélèvement et que la petite poignée tout en haut, très 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 riche, eh bien, tombe à un niveau de prélèvement qui est de 27%. Alors, il y avait à l'origine l'étude, je fais juste un petit brief, vous me dites si j'ai bon, Gilles. Hein. L'Institut des politiques publiques avait voulu comparer le poids des prélèvements des plus riches avec la petite poignée tout en haut, ultra riche. Et effectivement, l'IPP était arrivé à la conclusion que l'essentiel des 10% les plus riches, eh bien, sont à un niveau d'imposition qui est de l'ordre de 46%, tandis que le 0,0002% tombe à 26%. Ça, c'était l'observation pour les taux de prélèvement des plus riches. Le calcul qui fait polémique vient du fait que les 50% de taux de prélèvement dont on parle pour l'ensemble des Français cumulent l'ensemble des prélèvements obligatoires. Ça veut dire y compris des cotisations sociales que l'on juge comme du salaire différé, par exemple les cotisations retraite, et y compris la TVA qui, on le sait, pèse proportionnellement plus lourd dans les dépenses d'un ménage pauvre que d'un ménage riche. Mais il se trouve, et là je crois que j'arrive au point qui a nourri les critiques, notamment les critiques formulées par Gilles, que ces gens qui sont les moins riches sont pour l'essentiel bénéficiaires nets des aides sociales en France. Et que du coup, eh bien, plus ils sont aidés, plus ils vont en fait consommer l'essentiel de ce qu'ils ont, y compris leurs revenus, plus les aides qu'ils touchent, ce qui fera apparaître mécaniquement un taux de prélèvement obligatoire plus lourd que la réalité. Bon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ? Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal. Bon, alors on était surpris de voir que des économistes, y compris à gauche, s'en prenaient au calcul de Gabriel Zuckman, et vous en faites partie, Gilles. Ouais, alors en fait, effectivement, la tribune, c'est très intéressant, parce que là, bon, je vais pas essayer d'être trop long, c'est vrai que je pourrais vraiment faire l'émission sur ce truc-là, je trouve que c'est très très intéressant ce sujet, je dirais même d'un point de vue sociologique. Il faut voir que donc Jean Pisani-Ferry, oui. Olivier Blanchard, oui. Gabriel Zuckman, c'est moins vrai pour Pisani-Ferry, mais les deux autres, ce sont des géants de la discipline à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à qui on a affaire. Hein, Olivier Blanchard a été économiste en chef du FMI. J'ai énormément lu ses travaux sur le chômage dans les années 90. Il a été pressenti à un moment avec Laurence Summers pour le prix Nobel d'économie. Gabriel Zuckman, il est professeur à Berkeley. Vous ne devenez pas professeur à Berkeley quand vous êtes un petit Français. Vous êtes face à une compétition mondiale avec les meilleurs jeunes économistes de la planète, chinois. Tout le monde veut enseigner à Berkeley, parce qu'en plus, vous pouvez aller faire du surf le week-end, et ça, c'est cool. Donc, ces gens-là sont d'énormes tronches qui, depuis tout petit, ont énormément travaillé, sont très, très intelligents, et ont produit des résultats qui ont été validés par des gens eux-mêmes très intelligents. Gabriel Zuckman a reçu la John Bates Clark Medal, qui est la médaille qui annonce les futurs prix Nobel. Hein. Duflo l'avait eu. Elle est versée, elle est attribuée au... En plus, il est extrêmement jeune, cet enfoiré de Zuckman. Je dis ça très, très gentiment. Je ne sais pas quel âge il a, mais il est très jeune. Ouais, il est né dans les années 80. Je vous laisse faire le calcul. Cette médaille, donc, est attribuée aux meilleurs économistes de moins de 40 ans travaillant aux États-Unis. Emmanuel Saez l'avait eu avant lui, etc. Voilà, juste pour situer le truc. Bon, moi, il se trouve que je suis avant tout un enseignant et que j'ai cette mauvaise habitude qui est en train de disparaître. Je lis les livres. Et en 2011, il y a 3 auteurs qui s'appellent donc Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez, oui. Qui publient un ouvrage dans la collection La République des idées au seuil, dirigé par Pierre Rosanvallon. Vous voyez, l'espace intellectuel dont on parle, qui s'intitule « Pour une révolution fiscale ». Et il y a un graphique qui est central dans cette argumentation et qui m'avait frappé à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il a ce message qu'a répété Gabriel Zuckman hier, dans un fil, je crois, hier ou avant-hier, c'est qu'ils affirment, et moi c'est ça qui m'a intéressé, c'est pas du tout la question des riches qui m'a intéressé, c'est pas du tout là-dessus que j'insistais quand j'enseignais ça à mes étudiants, c'est qu'ils affirment que les taux d'imposition pour l'ensemble des gens qui habitent en France, pour 80% de la population, ils affirment 2 choses. Ces taux d'imposition sont très élevés pour tout le monde. C'est la première chose, en gros entre 40 et 50%. Et la deuxième chose, c'est que ces taux d'imposition sont très modérément croissants avec le revenu. Donc ce qui m'avait intéressé en termes d'économie politique, c'est que ça démentait l'argument qu'on entend tout le monde, auquel tout le monde croit, de la classe moyenne écrasée sous les charges. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vous disent, même quand vous avez des très faibles revenus en France, vous payez beaucoup d'impôts, et notamment parce qu'on paye beaucoup de cotisations sociales qui sont inclus dans leur prélèvement. Voilà. Et donc, je donne juste un chiffre,
ils classent les gens suivant leurs revenus par paquet de 10. Les fameux déciles. Les fameux déciles. Et ils vous disent les 10% de personnes en France dont le revenu est le plus faible payent 40% de leurs revenus en impôts. Et en fait, j'étais écrasé par le prestige de ces gens-là, évidemment. Et donc, je le dis avec ma nuance habituelle, dire que les 10% les plus pauvres payent 40% d'impôts, c'est complètement débile, puisque qu'est-ce que c'est les 10% les plus pauvres ? Je simplifie un tout petit peu. Si on met un revenu médian à 2 000 € par mois en France, c'est en gros ça, les 10% sont des gens qui gagnent 200 € par mois. Donc, ce sont des gens qui, évidemment, bénéficient de l'aide sociale, qui reçoivent plus en aide sociale, en RSA, en allocation chômage, qu'ils ne payent en taxes. Donc leur taux d'imposition, il est évidemment négatif. Et c'est très bien, c'est le principe de la redistribution qui a lieu dans tous les pays. En fait, moi, c'est ça que j'explique. Et donc, comment... Et après, on va passer la parole, monsieur Gilles. Oui. C'est pas ce que j'avais prévu. Non, mais on est content d'être venu, en fait. Il a raison. Regardez, il a raison pour les pauvres. Il a tort pour les riches, mais il a raison pour les pauvres. Ils sont chauds que... on laisse finir. Au bout d'explication, on va aller chercher, on va aller prendre un café. Non, on va prendre un café. Allez-y, finissez, mais rapidos. Je vous libère. Allez-y, Gilles. Et donc, comment est-ce qu'on arrive aux fameux chiffres ? Donc, c'est que, par exemple, donc là, il ne faut pas que je me gourre, sinon ça ruine tout le truc. Donc, supposons quelqu'un qui a 1 000 € de revenus du travail, et qui a 1 000 € d'aide sociale, on s'en fiche d'où elle vient. Ça fait 2 000 €. Oui. On suppose, que cette personne n'épargne pas, elle consomme l'intégralité. Donc, elle dépense les 2 000 €. On simplifie encore, TVA à 20%, c'est pas vrai parce qu'avec les TVA réduits sur la bouffe, voilà. Donc TVA à 20%, 20% de 2 000 €, ça fait 400. Interro surprise, ça fait 400. Ouais. Et donc, Landais, Piketty et Saez vous disent, cette personne paye 400 d'impôts, son revenu est 2000, 400 divisé par 1000, ça fait 40%. Là que viennent les 40%. D'accord. Mais évidemment, qu'est-ce que dit Gilles Ravaud, le futur non-prix Nobel d'économie ? C'est que cette personne, elle reçoit 1 000 € d'aide, elle paye 400, donc elle est bénéficiaire nette de 600 € par mois. Donc je dis, moi, le taux d'imposition de cette personne, c'est moins 60%. Bravo. Allez. Voilà, et j'accepte vos applaudissements et maintenant je me tais. Et franchement, quand même, ça met un tout petit peu de relativisme dans l'apologie que vous avez faite de ce monsieur Zuckman, qui quand même raconte, excusez-moi, c'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que quand vous gagnez 1 000 € aujourd'hui en France, vous n'êtes pas imposé à 40%. Donc, la réalité, c'est que... Et maintenant, moi, je vais parler un tout petit peu des ultra-riches, parce qu'allez dire que les ultra-riches sont imposés à 27% dans ce pays, en France. En France, franchement, ça n'existe pas, sauf à pratiquer à très grande échelle ce qu'on appelle l'abus de bien social, c'est-à-dire à confondre son entreprise, le tiroir caisse de son entreprise, avec son propre compte en banque. Excusez-moi, je suis entrepreneur, je pars pas en vacances aux frais de l'entreprise ou de ma holding. Je fais pas de cadeaux à Noël aux enfants aux frais de l'entreprise ou de ma holding. Je ne pars pas en week-end aux frais de l'entreprise ou de ma holding. Je ne repars pas les volets aux frais de l'entreprise et de ma holding. Donc ça veut dire quoi ? Si moi j'ai besoin de sortir de l'argent de la boîte, cet argent, il a déjà été imposé. À l'IS. Il a été imposé à l'IS. Bon, petite boîte, 25%. Très gros milliardaire, 35% aujourd'hui. 35%. D'accord ? La boîte, elle a payé la CVAE, elle a payé plein d'autres impôts, déjà pour commencer. Si on dit que la boîte, c'est moi, la boîte, elle a déjà payé beaucoup plus d'impôts que ce que dit M. Zuckman. 1. 2. Quand je me distribue le dividende, PFU. Je paye la flat tax à 30%, plus la contribution dite exceptionnelle sur les hauts revenus. Je suis à 34%. Vous cumulez l'un et l'autre, vous êtes au-delà de 50%. Excusez-moi, vous êtes au-delà de 50%. Ceux qui disent qu'on est à 27%, c'est ceux qui disent... Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont des voyous et ils vivent sur le dos de leur entreprise. Les mêmes qui iront nous dire d'ailleurs qu'en fait l'entreprise, elle n'appartient pas aux milliardaires, il ne faut pas qu'elle fasse de licenciement parce qu'elle appartient à tout le monde, elle appartient aux communautés, elle appartient, etc. Les mêmes vont nous dire en fait les milliardaires,
eh bien, ils commettent de l'abus de bien social tous les jours. C'est l'abus de bien social en France, ça vous emmène en prison. Oui, en prison. Dans l'étude de l'IPP, il n'a jamais été question de mettre en cause l'honnêteté des individus qui seraient susceptibles d'être coupables d'abus de bien social. Il a été question de mettre en cause les systèmes d'optimisation. Bon. Agnès. Sur ce sujet qu'on essaye, depuis hier, on prend le temps d'essayer de décrypter cette histoire. Donc en fait, M. Zucman nous dit les Français payent en moyenne sur tous les impôts directs 50%. Et les plus riches, les 1800 milliardaires... Le 0,0002. Absolument, 0,0002. Ceux-là, ils paieraient que 27%. Voilà. Alors écoutez, moi je trouve ça hallucinant qu'on ne démonte pas ça plus à fond, quoi. Parce que en fait, ça vient de la note de l'IPP. Cette note de l'IPP, pour calculer ça, elle ne calcule pas sur la totalité des Français, la note de l'IPP. Elle est que sur le dernier décile. C'est ce que j'ai dit, sur les 10%. Oui, mais attendez, là donc, qu'est-ce que c'est ? On est sur les 10%, on n'est pas sur les Français. Donc déjà, quand il dit les Français, moi, j'ai un énorme problème. Parce qu'il fait croire à ceux qui les écoutent, notamment sur des radios publiques, c'est quand même un sujet, que les... Non mais c'est un sujet. Gilles. C'est un sujet parce qu'on est censé informer avec l'impôt des Français. Alors c'est plus la redevance, mais bon c'est quand même l'impôt des Français, on va le dire. On est censé informer correctement nos concitoyens. Qu'est-ce qu'on fait là ? On confond déjà les Français avec les 10%. Donc déjà, ça me pose un énorme problème. Ensuite, ce calcul-là, il est fait avec des revenus non distribués. Quand vous reprenez la note de l'IPP, vous n'êtes pas sur des revenus touché par la personne, mais c'est y compris ce qu'ils appellent le revenu économique, y compris de l'argent qui n'a pas été touché par les ménages en question. Ça me pose un deuxième énorme problème, parce que quand vous prenez la courbe de l'Institut des politiques publiques, juste sur les 10%, c'est pas du tout 50% et 27%. C'est une courbe qui va finir à 37%. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. J'ajoute, l'IPP dit c'est à partir des 0,1 qu'un phénomène de dégressivité se produit. Attendez, c'est ce que dit l'IPP. Nicolas, oui. On est sur franchement, une manipulation des chiffres. Enfin, il faut dire les choses, quoi. On ne dit pas les choses telles qu'elles sont dans la vraie vie de ce que vivent les personnes dont on parle. Par ailleurs, nous, à la Fondation IFRAP, on a sorti une étude. On a sorti une étude pour montrer en pourcentage du revenu disponible brut, donc la totalité du revenu disponible brut des ménages. On a regardé décile par décile. Vous pouvez prendre cette étude, elle est téléchargeable en ligne, c'est impôt des ménages, le retour de l'ISF, point d'interrogation. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller chercher cette étude. Quand vous êtes sur le premier décile, le pourcentage exact de ce qui est payé comme impôt direct, sur la totalité des impôts directs. Impôt direct, vous prenez quoi dans impôt direct ? Alors, on prend l'impôt sur le revenu, CSG, CRDS, taxe foncière, taxe d'habitation, IFI et ISF. Il existe encore de la taxe d'habitation, je vous le rappelle. Sur la résidence secondaire et logements vacants. Voilà, bon. DMTG, donc droit de mutation à titre gratuit, donc c'est-à-dire tout ce qui est succession, etc. Donc, à la fin, c'est 8% sur le premier décile. 8% d'impôt, 8%. C'est pas 50%, c'est 8%. Et après, on l'a fait décile par décile. Alors, je vais vous épargner tous les déciles parce que c'est quand même peut-être pas très intéressant. C'est un peu la limite de l'exercice télé-radio. Dans la presse écrite, tu as ton petit tableau, c'est vachement... Mais alors, je vous dis la moyenne, parce que les Français, c'est quoi ? On va dire les Français, c'est la moyenne. C'est 18,5. Alors, ils sont où les 50% ? Ils sont pas là. Et le dernier décile... plus riches, c'est 42%. Donc la moyenne, c'est 18,5. L'IPP disait 46. Et la moyenne, oui, mais c'est 42%. Bon, voilà, parce que nous, on est sur le revenu disponible brut avec la totalité de ce qu'il y a dans le revenu disponible brut. Et là, je rejoins mon voisin de gauche qui dit... C'est le cas de le dire. C'est le cas. Et nous l'avons déjà dit aussi à la Fondation IFRAP dans les années antérieures. Le problème de tous ces travaux, c'est que souvent, ils n'intègrent pas les revenus des aides sociales. C'est ce que disait Gilles. Absolument. Et ça, c'est un problème parce que le revenu des aides sociales, c'est pas un petit montant. Parce que vous parlez en revenu moyen, etc., etc. Moi, je vais vous dire en milliards. C'est entre 130 et 140 milliards d'euros supplémentaires qui sont payés par les ménages sous critères de ressources. Donc, c'est pas l'épaisseur du trait, c'est entre 130 et 140 milliards d'euros par an. Donc, si on ne les intègre pas dans la réflexion, on a tout faux. Donc, on ne peut pas à la fois ne pas intégrer les revenus des aides sociales
dans le calcul et intégrer les revenus non touchés par les ménages les plus aisés. Ça, à un moment, ça pose quand même peut-être une question de déontologie. Si on regarde les choses et qu'on compare, moi je suis tout à fait pour comparer de manière factuelle, mais on regarde décile par décile, en fonction de ce qui a été vraiment touché par les ménages, sonnant et trébuchant sur leur compte en banque, parce que, comme le dit Guillaume, on ne peut pas utiliser le compte en banque de sa boîte pour partir en vacances. Voilà, ça pour le coup, c'est un abus de bien social. Oui, non mais bon, quand même, il faut peut-être le rappeler. Il faut le dire. Et puis le jour où la boîte fait faillite, si vous voulez, là, à ce moment-là, tout l'enrichissement a disparu. Parce que les boîtes, ça fait faillite aussi. Il y a des boîtes qui prospèrent, il y a des boîtes. C'est pas juste un tiroir-caisse. Cette vision de la société et qu'on essaye de pousser, honnêtement, dans ces réseaux de profs d'économie, qui consiste à dire, en fait, tout LVMH appartient à son actionnaire majoritaire, et comme si c'est une vision, franchement, une déformation de la réalité. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les sociétés. Par ailleurs, oui, alors, terminé, la parole à Gilles. Non, mais c'est passionnant parce que... Par ailleurs, on nous raconte que ça fait la moitié du chemin par rapport aux besoins 2026, entre guillemets, d'économie. Oui, les 20 milliards de recettes, là. Voilà. Mais alors, ça aussi, c'est un problème. Parce que, en réalité, la taxe en question des 2%, alors on va l'appeler Zuckman, Sass, Autain, bon, cette taxe. Les rapports, enfin, les auteurs de la proposition de loi. Et heureusement, merci, nous avons le Sénat, merci les sénateurs. Merci de donner un peu on va dire, de réalisme et de renouer avec la réalité de ce qu'est la vie économique de ce pays, et au lieu de flotter comme ça en l'air en se disant tiens, on va taxer de 20 milliards d'euros. Et ça veut dire que les 20 milliards de recettes vous semblent de toute façon inatteignables. Mais en fait, le rapport du Sénat, le rapport du Sénat sur la proposition de loi est hyper clair. Quand vous êtes sur un bien professionnel et que vous voulez le taxer, vous regardez, parce que vous êtes sur une taxe différentielle sur les 2%. Vous regardez, est-ce que vous avez payé au moins 2% en impôt au total par rapport à votre patrimoine total? C'est ça. OK, on est d'accord Nicolas, on est d'accord Guillaume, on est d'accord Gilles. C'est ça le sujet de la taxe. Ça. Bon. C'est ça. Dedans, vous devez intégrer l'IS, l'impôt sur les sociétés, puisque vous êtes sur du bien professionnel. On est d'accord. Si vous intégrez l'IS, en fait, c'est pas 20 milliards de recettes, c'est 2 ou 3 milliards d'euros de recettes. Et ça fait pchit. Donc, vous voyez, le problème, c'est exactement ce que disait Guillaume au début. Pourquoi faire semblant que personne morale et personne physique, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Et en réalité, si on confond les deux, on réintègre l'impôt sur les sociétés. Si on réintègre l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas la recette au bout du chemin. Elle n'existe pas, cette recette. Il y a un truc qui était Guillaume, très intelligent. On va marquer une pause, mais Gilles aura la parole. Que j'ai connu. Alors là, je vais aller très à gauche. J'espère. Que j'ai connu quand je travaillais en Hollande. En Hollande, ils ont inventé un truc qui est pas mal, qui s'appelle la Box 3, Box 3. La Box 3, elle prend votre patrimoine perso. Ils vont pas s'amuser à aller chercher les trésors des entreprises, etc. Vous prenez votre patrimoine perso, d'accord, et ils vous disent, j'estime que vous devez gagner au moins 4% avec votre patrimoine perso, et donc je vous prends 1,5 ou 2% de ce patrimoine perso. Mais c'est libératoire de tous les autres impôts. Donc il n'y a plus d'impôts sur les dividendes, il n'y a plus d'impôts sur les revenus de capitaux, il n'y a plus d'impôts sur les loyers, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes poussé à faire travailler votre capital. Et ils font la chasse au capital dormant. Et moi je trouve que c'est très intelligent. C'est une espèce de taxe Zuckman, sauf que il y a les 2% d'un côté, d'accord? Et puis il n'y a plus rien de l'autre. Ça vient remplacer l'intégralité des autres impôts. C'est tout simple à percevoir. C'est hyper régulier pour les finances publiques. Parce que vous avez l'intégralité du patrimoine. Moi, je suis gênée de voir autant d'économistes en France qui ont l'air de croire qu'on aurait entre 15 et 20 milliards d'euros dans les caisses grâce à ce genre de taxes, alors qu'en fait, on aurait peanuts et que derrière, on ferait partir tous nos entrepreneurs. C'est ça la réalité.